à toutes et à tous, vous venez de me rejoindre en Camargue, une région naturelle française qui se situe au bord de la mer Méditerranée dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard. Pour ce nouveau voyage, je nous ai concocté un programme de rêve, car la Camargue est un espace qui nous offre une diversité étonnante de faune et de flore. Des taureaux en liberté, des chevaux sauvages, des oiseaux en migration, des marais salants, comme ici. Et oui, vous l'avez compris, nous allons parcourir des paysages uniques et exceptionnels, de la cité médiévale d'Aigues-Mortes jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, en passant entre autres par le Grau-du-Roi et Arles. C'est un monde fait de traditions et de folklore très vivaces. Et qui de mieux pour nous en parler que les Camarguais eux-mêmes? Installez-vous confortablement, on s'occupe de tout. Soyez toutes et tous les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles consacrées à la Camargue, où souffle un petit vent de liberté. Tiga met le cap au sud. Quand on survole la Camargue, c'est quelque chose de très grisant. On découvre des couleurs totalement hallucinantes. Pour une échappée belle, très nature. Il y a énormément d'oiseaux migrateurs qui vont passer par ici, c'est un peu comme une aire d'autoroute. Pour nous, observateurs, c'est exceptionnel. Le flamant rose est un oiseau qui ne supporte pas le froid. Il est comme moi, il n'aime pas le froid. Ouais. Ici, on prend le temps de vivre. C'est basique, mais c'est très bon parce que c'est fait avec amour, avec le cœur. Ça dure au cabanon que ça dure longtemps. Longue vie au cabanon. Intensément. C'est des sensations de bonheur, je le recommande à tout le monde, et même si on a plus de 50 ans. La Camargue est riche de sa culture. Allez, monsieur, dame, il est là, il est beau le poisson. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de canard au milieu des rivières? C'est complètement débile. Ouh, c'est illuminé de plein de bougies. C'est en vénération à Sainte Sarah. C'est une princesse. Santa, 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 Santa Sarah. Je suis très fier de participer à la culture de cette région. Et cette façon de vivre, c'est pas du folklore en fait. Et affirme son caractère bouillonnant. Et ici, le taureau, c'est le roi. Ici, il est considéré comme un dieu. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de passion. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'émotion. Bon week-end, Tiga. Bienvenue au Camargue! Pardon? Et voilà, le sportif. Bonjour. Ça va, Luc? Ça va, oui. Et en plus, voir ce beau soleil. C'est toi le soleil. Oh. Eh oui. Oh là là. Le soleil de Camargue. Ça vient de Camargue, tout à fait, oui. Ah, ça te dit qu'on se fasse cette petite balade Allez, dans je vais Aigues-Mortes? peut-être te poser le vélo, non? Oui, Ça serait plus pratique. Hein. Oui, Je vais oui. le poser là-bas. J'aurais ça va. moins de Hein? difficultés à te suivre. Et t'arrives de loin comme ça en vélo? De chez moi, il y a 500-600 mètres à peu près. Et ici, c'est c'est près. plus simple quand même. Est-ce qu'il y a combien d'habitants dans cette Il y ville? a entre 7 000 et 8 000 habitants. Mhm. Et l'été, 50 60 000 personnes de plus. Quoi. Donc ils viennent visiter, oui, les remparts, parce que c'est une cité médiévale ici. Voilà, c'est une cité médiévale qui a été construite en partie par Louis IX, Saint-Louis, et par son petit-fils Philippe le Bel. Au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. Et Aigues-Mortes, ça a une signification? Aigues-Mortes, si tu traduis, c'est aigues, les eaux, et mortes, donc des étangs où l'eau se concentrait et où on trouvait du sel. Donc, autour de la ville médiévale, il y a des salins. C'est ce qu'on Il y a appelle les salines d'Aigues-Mortes. Et toi, t'en sais quelque chose parce que tu es ce qu'on appelle saunier. Je suis saunier, oui. Je suis saunier depuis 1978, donc ça fait quelques années maintenant. C'est l'époque de 43 Louis ans, IX, non? ça, non? Ouais. Louis XI. On tourne là. Donc là, on est où? Ah, Où est-ce que tu m'as emmené? spécial, là c'est spécial. Avant que ce soit une place, c'était mon collège. D'accord. Comment c'était l'école pour toi? Chiant. Il y a deux choses qui ne me passionnaient pas, l'école et être enfermé. Il y avait les salles du midi pas très loin, donc ils cherchaient du monde à l'époque, donc voilà.
Je suis parti au Salin du Midi et j'ai fait toute ma carrière au Salin du Midi. Ça t'a traversé l'esprit de partir un jour? J'aime bien ta tête. Il n'y a que l'amour qui aurait pu me faire partir. Mais mon épouse a adopté le village de suite. Donc ça a été beaucoup plus facile. Bien joué. Bonjour, ça va? Alors Laurent. Bonjour Laurent. Enchanté. Ça sent bon chez toi? Ben, c'est fait pour, hein. Il faut que ce soit bon, que ça sente bon, que ce soit beau. Alors Laurent, c'est vieil ami. Donc ça me fait plaisir qu'il te présente lui-même la fougasse des Gomortes. C'est une pâte briochée à la fleur d'oranger. Et c'est très moelleux, c'est très aérien. Les gens disent, voilà, c'est un nuage. Hop, et voilà la fougasse, voilà. la plaque entière qui sort du four. Ah oui, ça c'est pas une part de fougasse, ça on est d'accord? Non, quand même pas. Non, c'est la plaque, on les cuit comme ça dans la plaque au four. Voilà. Merci, petite Laurent. part. Et toi, Luc, bon, tu la connais, mais bon. Oui, non, mais ça fait rien. On ne s'en lasse pas, tu le sais. Ça te fait pas peur? C'est très léger. Pas trop sucré. Non, ben, c'est le but, hein, que ce soit pas lourd, pas sucré, pas gras. Ça va, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, si tu veux bien, Laurent, je vais te prendre une boîte. Ouais, une petite boîte de 4? Une boîte de 4, c'est bien. Allez. Tu vois, à s'asseyant là, on est assis en face à la statue de Saint-Louis, Ah, mais oui. Louis IX. Je pense qu'il aurait aimé la fougasse des Gomortes. La tour de Constance. La tour de Constance. Alors Constance, c'est pas un prénom, c'est par rapport à la tour en elle-même, sa prestance et son emplacement. Ah, ok. Elle est constante dans Elle le est- temps. Exactement. Ouh, c'est très impressionnant. C'est surtout très haut. T'as le vertige? Oui. Non, c'est pas vrai. Si, mais c'est pas grave, je lutte. Je réalise que la ville est grande. C'est grave. Et en plus, c'est bien parce qu'on est à une trentaine de mètres, donc on domine partout, quoi. Combien mesurent les remparts? À peu près 2 km. Oh, c'est beau, Luc, c'est magnifique. Et alors, on est entouré d'eau. Et oui, c'est la Camargue. Hein. Camargue, c'est les champs couverts d'eau. Et là-bas, en face, C'est le Salin des Gomortes. c'est là où tu travailles, pardi. Eh oui. Eh oui. Pour découvrir tous les charmes de la Camargue, il faut prendre le temps. C'est le parti pris par Jean-Jacques Couret, guide à vélo dans la région. Ces randonnées en petite traîne offrent l'occasion de rencontres privilégiées dans cet écosystème unique au monde. C'est maintenant la meilleure heure pour visiter cette Camargue gardoise. La nature resplendit, la lumière est douce. On voit ces garde-bœufs sur les croupes des chevaux. Et c'est vraiment fantastique. Hein, si vous voyez des poulains marrons, ce n'est pas qu'ils sont d'une autre race que les mamans, que les juments. C'est tout simplement que ici, les poulains naissent marrons et ils vont s'éclaircir au fil des ans et être totalement blancs à 5 ans. Sur sa drôle de monture, Jean-Jacques initie ses clients au charme de sa région, alternant immersion dans la nature et étapes dans les petits villages comme celui du Kellar. On a quelques particularités ici sur ce village. On va voir ce qu'on appelle des mascarons, donc c'est au-dessus des portes, des enjolivures qui représentent des personnes. Donc si c'était quelqu'un joyeux, d'accueillant, il se faisait représenter joyeux et accueillant. Hein, ou à l'inverse, si vous ne voulez pas être dérangé, prenez sa mauvaise tête. Hein. Sur ce parcours d'une trentaine de kilomètres, les randonneurs à vélo empruntent la célèbre Via Rona, une piste cyclable de 850 km qui longe le Rhône du lac Léman à la Méditerranée.
L'avantage de cette circulation en vélo, eh bien, c'est qu'on ne fait pas de bruit, on ne fait pas de vibrations et donc cela nous permet vraiment de profiter au maximum de cette nature, de cette faune, de cette flore. Ce couple, originaire de Belgique, vient en Camargue depuis 7 ans. Au Mazet, on va pouvoir prendre notre petit déjeuner. Pour eux, cette excursion est une redécouverte de la région. Bon alors, voilà déjà le café, le reconstituant. Ça, c'est de la fougasse au graton. Les gratons, c'est des petits morceaux de canard. Ah oui, Marie. On a l'impression que les goûts sont plus forts encore. C'est le top avec cette nature, avec... ouais. Non, c'est vraiment le truc, c'est le pied. La Camargue, c'est quelque chose de fort. Ce sont des pays de marais, d'eau, de vent, de choses cachées. On tombe amoureux facilement de ces endroits. Pour profiter pleinement de ces paysages, d'autres amoureux de la Camargue préfèrent prendre de la hauteur. Magali Chenel est photographe. Ces clichés de la Camargue vus du ciel ont été primés dans le monde entier. Si on peut trouver des endroits où ça peut être très graphique, très géométrique. Oui, il y a de quoi faire, hein, avec tous les carrés justement des salins. Hein. Écoute, on y va. Merci. Allez, attention, la page va opérer. Voilà en l'air. Voilà, aiguë morte. Là, t'as des chevaux. Ouais, je prends le beau. Il y a 3 flamants roses à la cavalerie, il y a des nuances. On y va. Ça tourne, t'as encore de la verticalité. Voilà. Ah, c'est incroyable. Quand on survole la Camargue, ça a quelque chose de très grisant. On découvre des couleurs totalement insoupçonnées qui prennent une ampleur complètement hallucinante d'un point de vue aérien. Depuis le ciel, la photographe donne à la nature camarguaise des allures de tableaux insolites. Quand on survole les salins, entre autres, on a beaucoup de lignes, de courbes, de nuances, des textures. Et c'est ce qui permet justement de pousser ces frontières entre peinture et photo. Entre terre et ciel, au rythme du vélo ou à hauteur d'oiseau, la Camargue dévoile ses charmes aux visiteurs en quête d'évasion. Ce qui est bien, n'hésitez pas. Tu pousses, tu attends. Voilà. On ne fait pas la course. Bonjour Tiga. Coucou Luc. Je suis venue vous prêter main forte. Eh bien, tu prends une pelle Ouais. et tu nous rejoins. Ok, ça marche. Juste une petite précision. Tu te déplaces doucement. J'ai vu. Hein. Parce que tu as vu. Sinon, voilà. l'eau va Sinon, tu rentrer dans embarques les de la bottes. saumure dans les bottes et après, bon, ça gratte un peu. Alors, ce que tu appelles la saumure, c'est l'eau. C'est l'eau rouge, comme on dit. D'accord. Voilà. La saumure, c'est de l'eau saturée en sel. Et c'est cette saumure qui va nous donner la fleur de sel. Donc, on a besoin du sel pour faire de la fleur de sel. C'est obligé. Et donc, le sel tombe au sol. Le sel, lui, il va lourd précipiter naturellement. Oui. La fleur de sel, c'est plus un cristal, un peu comme le flocon de neige, Oui. qui va se former en surface. Et elle est très légère, donc elle va glisser et va se retrouver en bordure. Et le rouge, c'est le bêta-carotène, c'est une couleur orangée. Et donc, tous les garçons avec qui tu travailles, là, ce sont tous des sauniers ou futurs sauniers. Ça peut être des futurs sauniers, mais par contre, ils ont une spécificité, c'est qu'ils ont tous un lien de famille D'accord. avec un employé. De travailler dans l'entreprise où a travaillé papy ou travailler papa, c'est pas mal, ou tonton. D'accord. Donc, Luc, aujourd'hui, pour intégrer l'équipe, je dirais que t'es mon oncle. Tout à fait. Tu acceptes? Ah oui, 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 sans problème. Tonton Luc t'a demandé de venir travailler. Tonton Luc. Hop, comme ça? Voilà, comme ça, vas-y. Et là, on vérifie qu'il n'y a rien. Là, c'est bon, il n'y a rien. Hop, tu le mets dessus. Et je mets dessus.
Voilà. Donc maintenant tu vas le faire là parce que là c'est pas très rentable. Là. Ouais, d'accord. Là oui, tu seras beaucoup plus rentable. Hein. Ouais, tonton il parle beaucoup, il faudrait qu'il travaille un peu tonton. ouais. Faut pas que j'oublie de respirer. J'ai pris de l'eau. Ah, tiens. Là, je sens l'eau qui est rentrée dans mes bottes. Eh ben voilà. Bon, avec qui je peux faire équipe, là? Là, je sais pas si j'en prends beaucoup. Hein. On va voir à l'arrivée. Ouais, je crois pas. Ah non. Oh, c'est lourd. Je suis pas bonne à ce poisson. Après, sinon, tu peux changer. Moi, je t'amène la fleur de sel. Ça te va? C'est bon. Cool. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ben ouais, là, c'est la 3e année, moi, que je fais ça. La Camargue, pour toi, qu'est-ce que ça représente? C'est un peu ça représente l'endroit d'où je viens. Parce que à chaque fois qu'on parle de la Camargue, tout le monde connaît ici. Même quand les gens qui viennent du Nord connaissent la Camargue. Les gens aiment le visiter. Ouais. C'est bien de travailler ici, je trouve. C'est un peu une fierté. Hein. On ramasse un produit d'exception et on le retrouve dans toute la France, voire dans le monde. Est-ce qu'on a fini pour la matinée? Non. Non. Il reste à voir les oiseaux. On va voir les oiseaux? On va voir les oiseaux. On va essayer d'en voir. T'entends? Ouais. Faut pas qu'on fasse de bruit. C'est un flamand. C'est des flamants roses? Ouais. Alors les roses, ce sont les adultes. Et les noirs, ce sont les petits. C'est la nurserie. Ils sont nés pas très loin là, ils se rassemblent là. Parce qu'ils ne volent pas encore. Ils vont voler dans 1 mois et demi à peu près. Donc tant qu'ils restent dans le grand plan d'eau, ils sont tranquilles, ils sont en sécurité. D'accord. Et c'est vrai que c'est parce qu'ils mangent des crevettes roses qu'ils deviennent roses? Ils filtrent. C'est un oiseau qui va filtrer les eaux, notamment l'Artemia sellina, qui est la nourriture des poissons rouges. Ils vont prendre ces couleurs sur leur corps. Est-ce que c'est toujours un oiseau qui migre? Depuis quelques années, ça a évolué, simplement parce qu'on n'a pas spécialement d'hiver très froid. Donc le flamant rose est un oiseau qui ne supporte pas le froid? Il est comme moi, il n'aime pas le froid. Ouais, moi non plus, j'aime pas trop. On est bien là en Camargue, il n'y a pas de mal. doute. Merci. Hein. De rien. Merci. Après, on ne va pour pas ta trop rester générosité. longtemps, tout ça, Non, parce on va qu'on les laisser. ne veut pas les déranger. Donc, Ça marche. Allez, J'ai passé un bon moment. c'est gentil, merci. J'ai passé 2 jours super avec toi. Ouais, ça a été sympa, c'est un plaisir. Merci. Elle est pas belle la vie? Bonjour. Ah mais c'est vous? Exactement. Mais non, Mathieu et Giovanni? C'est ça. Tu sais quoi, je m'attendais à vous voir arriver dans un bateau de pêche. On a pris quelque chose d'un peu plus confortable. C'est un ami qui a mis ça en place l'année dernière. Il a fait construire un bateau de ce genre pour monter des croisières vraiment personnalisées en Camargue. Il est chouette, dis donc. C'est luxueux. Qui est le capitaine? On est tous les deux aujourd'hui. Bon, donc j'ai la permission de monter à bord. C'est ça. Allez-y. Merci beaucoup. Tac, Mathieu et Giovanni, hein, j'ai pas C'est ça. mélangé. Nickel. Et vous êtes beaux-frères? Exactement. Yes. Bye bye, Aigues-Mortes. Merci. Je me mets à l'aise, hein? Ah ouais. Et donc là, ce canal qu'on est en train d'emprunter, c'est comment il s'appelle? Alors officiellement, c'est le canal du Rhône à 7. Enfin, un bras du canal du Rhône à 7. Mais nous, on appelle le canal entre le Gros du Roi et Aigues-Mortes. Voilà, tout simplement. Et alors, tous les deux, vous êtes pêcheurs, camarguais. Et vous êtes originaire d'où? Gros-lin. Un gros-lin reste un gros-lin. C'est quoi les gros-lins? Eh ben, c'est les gens du Gros du Roi, on les appelle les gros-lins. Les gros-lins? Voilà. Et nous, on est des gros-lins pêcheurs. Et toi, Mathieu, quel est ton lien avec la pêche? Le virus de la pêche, je l'ai attrapé grâce à notre entourage. Ici, tout le monde est soit commerçant, soit pêcheur. Moi, j'ai racheté un bateau de pêche avec le beau-père à Giovanni il y a 3 ans maintenant. Et on a développé en parallèle une société de vente de poissons dans toute la France. Donc du poisson ultra frais et l'aventure est partie comme ça. Voilà. Et je pense qu'elle n'est pas prête de s'arrêter.
Donc là, on va directement sur le Gros du Roi. Donc avec un peu de chance, on va pouvoir apercevoir les premiers bateaux de pêche qui rentrent. Et coucou. Elle lui rentre pas dedans, hein? Non, c'est bon, t'inquiète. C'est un gros bateau, ça. Donc là, on est sur l'aspect chalutier et tous les petits bateaux qu'on a, c'est les petits métiers. Et ça, c'est le petit bateau, c'est le mien. Voilà. Ah, c'est ton bateau? Ouais. C'est ça. Impeccable. Bah écoute, génial. Nickel. Ils peuvent t'embaucher, c'est bon. Merci, il faut que je pratique encore un peu, mais ça va venir. Donc là, on est entouré, on est dans la marina du Gros du Roi. C'est ça, on est vraiment au cœur de la marina. Donc la marina, elle a été construite au début des années 60. En place de bateau, on est pratiquement à 5000 places. 5000 places? C'est ça. On est deuxième au rang mondial. Ah ouais, d'accord. Voilà, juste derrière San Diego et au premier européen, on se dispute un peu la place avec un port espagnol. Ah. Voilà. Ok. Salut Sébastien. Ça va Mathieu? Très bien, très bien. Bonjour, nickel. madame. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous faire un plateau dégustation comme d'habitude avec 2 verres de vin? Ouais. Allez, merci je beaucoup. te laisse t'installer là-bas. Merci. C'est quoi comme huître? Des bouzigues. Des bouzigues? C'est ça. De l'étang de Thau. C'est ça, exactement. Exactement. Bonne dégustation. Merci. Mathieu, merci beaucoup pour cette balade en bateau de luxe. Pas de rien. Hein? J'ai vraiment apprécié et j'apprécie beaucoup ce moment. Bon, mais c'est que le début. Très bonne. J'adore. Le verre de l'amitié. Santé. À la liberté. Des Camarguais. Des gros lains. Des gros lins et des gros laines. Exactement. C'est l'un des secrets les mieux gardés de Camargue. Au cœur du delta du Rhône, des dizaines de cabanons sont éparpillés le long du fleuve. À Port-Saint-Louis, Jean-Paul a la chance d'habiter l'un d'entre eux. Salut Daniel. Ça va? Ça a marché? Eh ben, j'ai un loup, ouais. Ah super. On va faire un bon barbecue. On va aller au cabanon maintenant, tout préparer, tout ça. Hein? Voilà, nous arrivons au cabanon de famille, là où se passent toutes les rencontres conviviales. Ces cabanons, construits au début du XXe siècle, accueillaient autrefois les pêcheurs ou les gardiens des taureaux de Camargue. Au départ, c'était donc des cabanons montés avec le matériel qu'on trouvait dans la nature, apporté par le Rhône. Donc c'était des morceaux de bois, des anciennes portes, des fenêtres qu'on récupérait. Et ça faisait de bons abris, hein, mais qui n'étaient pas tous en dur. Et c'était des rencontres conviviales, mais entre hommes. Et ce qui s'est passé après les années 50, là, les femmes ont poussé une gueulante et elles ont dit, nous, on veut profiter du cabanon. Et on veut venir avec vous, vous accompagner et venir aussi se ressourcer les week-ends. Ça, c'est l'origine du cabanon. C'est une roulotte. C'est une roulotte de gitan qui a été rachetée par mon père. C'était le départ. Et puis petit à petit, il s'est créé des pièces supplémentaires, une chambre. Surélevés pour se protéger des crues du Rhône, les cabanons se sont progressivement modernisés. À l'intérieur, tout le confort nécessaire pour y passer la nuit et cuisiner quelques spécialités locales. Alors, la famille, ça va? Eh oui, ben regarde. T'as fait comme ça? Eh ben oui, heureusement qu'on en a fait hier. Non, pareil, Bisous. Allez, tiens, mets-le au frais. Ouais, il faut que je mette au frais, il faut que je trie. Voilà. Port-Saint-Louis compte près de 200 cabanons. Il est interdit aujourd'hui d'en construire de nouveaux. Alors, on prend grand soin de ces symboles du patrimoine culturel local. Et voilà, il est là, le poisson. Le poisson, il arrive. Il arrive, regarde. Allez, allez, allez. C'est des mousses, des mousses. Il y a le loup qui va arriver. Il me faudrait un couteau et une fourchette, allez. Ce lien social, cette partie conviviale hein, où on reçoit la famille, les amis, et autour d'un repas tout simple. Hein. C'est basique, mais c'est très bon parce que c'est fait avec amour, avec le cœur. On essaie de vouloir vivre librement. C'est la vie du cabanon, c'est une vie sauvage. Allez, santé au cabanon, que ça dure longtemps. Longue vie au cabanon. 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 Longue vie au cabanon.
Vivre au bord du Rhône est une chance, mais naviguer sur le fleuve procure aussi un intense sentiment de liberté. Et c'est parti! Marc propose des excursions en paddle. Alors l'avantage du paddle, c'est que ça permet d'explorer des coins inaccessibles avec d'autres embarcations. Et c'est surtout d'être en station debout, comme ça on a une vue vraiment plus intéressante que quand on est assis sur un kayak en fait. Des balades tout en douceur dans les méandres du fleuve, entre plages secrètes et animaux venus s'abreuver. Un voyage au cœur d'une nature encore sauvage. Donc là, on peut s'approcher au plus près des animaux qu'on a la chance de pouvoir observer ici, sans les effrayer, juste on passe tranquillement. Est-ce que les taureaux ils vont dans l'eau? Oui, les taureaux peuvent aller dans l'eau, ils savent nager. Bon, en fait, moi, je suis née à Venise, donc je suis habituée à la beauté et c'est vraiment difficile de me surprendre avec des choses. Et là, je suis vraiment... C'est trop beau. Quelques coups de pagaie plus loin, le fleuve majestueux se jette dans la Méditerranée. Non loin de la plage de Beauduc, la Mecque du kitesurf qui attire toute une communauté de fidèles. Ici, on cultive un esprit bohème, loin du monde. Sur la longue plage balayée par le Mistral, les amateurs de sensations fortes viennent de toute l'Europe. On a fait spécialement 3 heures de route pour venir jusqu'à Beauduc. Il y a l'esprit des riders et puis l'environnement qui est magnifique aussi sur ce site préservé, c'est extraordinaire. Mais le spot n'est pas réservé aux champions. Élodie et Patricia sont 2 parfaites débutantes, venues en stage à Beauduc pour apprendre le kite avec Aurélie, leur monitrice. Beauduc est vraiment particulier puisqu'on a une zone de kite, une zone dédiée au kite de 5 km et surtout on a de la liberté. Et les gens cherchent à être un petit peu coupés du monde et à être plus proches de la nature tout simplement. Je suis au top, je suis crevée, mais je suis super heureuse. C'est des sensations de bonheur, je le recommande à tout le monde. Et même si on a plus de 50 ans, mais j'en peux plus, hein. Je vais faire une petite pause quand même. Au fil de l'eau, à la recherche de détente, de nature ou d'adrénaline, un vent de liberté souffle sur la Camargue. Eh bien, il va pas faire froid aujourd'hui. Ah, il y a des filets là. Ouais, c'est les nôtres, ceux-là. C'est les vôtres? Ça y est. Et là, on remonte. Ouais, on va tirer à la main aujourd'hui. C'est bien, tu fais les muscles. Ouais. Alors Mathieu, là, qu'est-ce qu'on va trouver au large du Gros du Roi? Bon, normalement, quelques dorades, quelques loups, quelques muges et des poissons, on va dire, de surprise. On peut avoir un turbo clouté. Tiens, mais ça, c'est une dorade, tu vois. Tiens, tu veux les démailler? Tu veux la toucher? Ouais, oui, pique, oui. hein La toucher, je Tiens. sais pas, mais je vais t'aider en tout cas. Tu vois, en fait, je passe la tête et une fois qu'il n'y a pas de fuite de bûche, t'as juste à pousser. Hop. Ouais, ok. Arrêtez. Le prochain, j'essaye. Et alors, qui sont tes clients? Alors nous, on a la chance d'avoir séduit, on va dire, les grandes cuisines. Donc en fait, on a des clients étoilés, des restaurateurs qui aiment les belles choses.
Et aussi suivre donc ce système-là de pêcheurs éco-responsables et de faire la différence comparé à des restaurateurs qui prennent la facilité, parce qu'il faut dire ce qui prennent la facilité de prendre donc des poissons d'élevage ou des poissons issus de l'importation, qui sont eux par contre issus d'une pêche destructrice et non responsable. Je le tiens bien comme ça là? Donc, comme ça. Hop. Voilà, t'as compris. Non. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Une raie? Elle est sur un bébé raie, ça, non? Ça, on va le libérer. Voyons, je peux la regarder? Ah, elle est belle! Oh, elle est Attention, trop... la touche Il faut pas. pas la toucher. Non, elle donne une décharge électrique. Ah oui! Voilà, et tu vois, là, elle est vivante, et bien, on prend le temps quand même à la démailler. Elle est jolie. Ça, c'est des petites actions que pas tout le monde ne prend le temps pour les faire. On essaye de le faire au maximum. Youp, 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 youp. Coucou! Ah ben, aujourd'hui, on a de la chance. On n'a pas trop de plastique dans nos filets. Ah là là, tu trouves beaucoup de déchets. Ouais, dans tes filets. c'est assez désolant. On en trouve à des quantités assez volumineuses. Et on a eu la chance de pouvoir faire le partenariat avec l'association Recyclons, qui valorise les déchets de notre pêche tout au long de l'année. Si tout le monde s'y met, comme le slogan dit, un geste plus un geste, c'est la planète qui va mieux. Dites donc, mais ça n'arrête pas, hein? C'est ça. Si tu veux revenir, donc on sort à peu près 300 jours par an. Je t'ai porté chance. C'est ça. C'est quoi cette statue-là? Alors ça, c'est la statue de l'Espérance. C'est la représentation d'une femme de pêcheur et de sa fille, justement, qui attend les personnes qui rentrent de la pêche, tout simplement. Bonjour les petits pêcheurs. Tu as tiré les filets, là? Ouais, à la main et tout. Vous n'avez pas honte de faire travailler une femme, hein? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des œufs. Tous ces petits points, c'est un poisson. Il y a des milliards d'œufs. Elle embarque. Et tu t'amuses, Elle est toi, partie avec surveille, son hein? poisson. Ouais. Elle est partie avec son poisson. Allez, monsieur, dame, il est là, il est bon le poisson. Il est beau, il est frais. Salut, ça va Jérôme? Ça va et vous? Bonjour. Ben, bienvenue Jérôme, la pêche du La jour. pêche à Chiga d'aujourd'hui. Ah bah voilà, je suis la nouvelle de l'équipe. Tu viens d'arriver là? Elle vient d'arriver à l'instant. Magnifique ça. Hein. C'est important pour vous les produits frais. En tant que meilleur ouvrier de France, vous êtes obligé de travailler avec de Alors bons déjà les produits. produits de région, je trouve que c'est important. Nous on a quand même un port de pêche dans notre département. On n'allait pas chercher le poisson en Bretagne ou ailleurs. Oui, Quand oui. nous à 30 km on a du poisson. Hein. Ouais. Et là comme ça avec Mathieu, Paul et Giovanni, j'y téléphone, qu'est-ce qu'il y a et hop on prend ce qu'il y a. Hein. Voilà, quand vous avez ça devant vous, il y a plein d'idées qui viennent. Hein. Alors vous prenez tout? Ah ben là oui, on va tout prendre. C'est vrai, vous prenez tout? C'est Ah bah, obligé. meilleur ouvrier de France et meilleur client de la journée. Peut-être pas quand même. Ah, mais c'est le phare, ça, C'est non? ça, le vieux phare du Gros du Roi, l'emblème. Le Donc, premier phare? C'est Enfin, ça, l'ancien. ça a été le premier phare du Gros du Roi, ce qui était le seul repère pour les pêcheurs puissent rentrer de nuit sur le Gros du Roi. Il a été totalement rénové. Ça, c'est l'escalier d'origine. Mais ils auraient pu mettre un ascenseur quand même. Rénové. Allez, viens. Ah, c'est trop bien de voir d'en haut comme Ah ça. là, c'est la plus belle vue du Gros du Roi.
Alors, si j'ai bien le sens de l'orientation, tout à l'heure, on était par là-bas. Hein. C'est la ça, plage de l'Espiguette. exactement. Juste après Port Camargue et Samarina. On pêchait là-bas. Juste à côté, ouais, à côté de l'Espiguette. Alors, qu'est-ce qui nous entoure? Là, tout simplement, donc, la baie d'Aigues-Mortes, c'est notre terrain de jeu lorsqu'on pêche. On enchaîne donc la première ville qui suit dans la baie d'Aigues-Mortes, donc c'est la ville de Palavas-les-Flots, les pyramides de la Grande Motte, le centre-ville du Grau-du-Roi, avec la vieille ville, et ensuite on bascule sur Port Camargue avec ses marinas. Vous êtes bien entouré? On est bien entouré, c'est sûr. On est dans un golfe, on est très bien, c'est vrai. Le Grau-du-Roi, c'est vraiment un mélange savoureux de tout. Ah, c'est ça. Les pêcheurs qui sont sur le canal avec leur canne à pêche, les locaux, les pêcheurs qui rentrent, les vacanciers qui sont tous à l'eau. Qui que tu sois, tu vas trouver ton bonheur ici. Ah, c'est sûr, il y en a pour tout le monde. Et si le Grau-du-Roi en est là au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à tout ça. Ouais. Leur vert éclatant est une des couleurs les plus caractéristiques de Camargue. Ici, les rizières règnent sur plus de 150 km², 3 fois la taille de Montpellier. Bernard Poujol est le plus petit riziculteur de la région, mais peut-être le meilleur ambassadeur de l'or blanc de Camargue grâce à une méthode bien à lui. Il y en a encore là-bas. Il y en a au fond là-bas aussi, au fond de la rizière. On les voit bien là, vous voyez les têtes blanches là-bas au fond? Pour faire pousser son riz, il s'offre les services de jeunes canards. Ouvre la barrière. Allez les bébés, viens là, les bébés. Oh, il y a les copains qui attendent dehors. Ce matin, Bernard effectue un lâcher de 200 palmipèdes dans sa parcelle. Voilà. Allez, doucement, voilà. Enfin, c'est pas du tout commun d'avoir des canards dans des rizières parce que cette méthode qui nous vient du Japon, méthode douce puisque on a décidé de remplacer les pesticides par de l'agroécologie. Alors le canard, son objectif principal, c'est le nettoyage de la parcelle, l'entretien de la parcelle. Il va débarrasser la parcelle des mauvaises herbes qui poussent. En même temps, ils vont piétiner la terre, ils vont fouisser le sol avec leurs griffes, ce sont des griffes au bout des palmes, et leur bec, ce qui va oxygéner le système racinaire du riz. Donc il y a une vraie association gagnant-gagnant dans ce projet. Viens là. Grâce à ces canards désherbants, le cultivateur récolte 100 tonnes de riz bio par an. Un beau succès aujourd'hui, mais les premières années ont été difficiles. Bon, au début, on m'a pris pour le dingue de service, quoi. Les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de canard au milieu des rizières? C'est complètement débile, ça n'a ni queue ni tête. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution, les agriculteurs comprennent que c'est de la technique pure, c'est de l'agronomie pure. Bernard commence à faire des émules. D'autres riziculteurs réfléchissent à utiliser cette méthode ancestrale. Très joli rizière. Seul obstacle à ce plan parfait, les prédateurs friands de canards, comme le renard. Les filets électriques ne suffisent pas, mais Bernard a un outil redoutable. Ceci en dérision, car ce qu'ils offrent de plus remarquable, son vieux poste radio. Ne mettent en jeu aucune machinerie. En fait, c'est une arme de dissuasion massive contre les prédateurs. Je mets France Culture la nuit, ce qui fait que les canards se rassemblent parce qu'ils connaissent la voix humaine et ça les rassure. Et quand le renard approche, ils entendent parler, ils se disent « il y a un homme, je n'y vais pas ». Et donc les canards, ma foi, arrivent à passer la nuit en toute tranquillité. Et ça fait des canards cultivés. Ouais. Non mais quand même, en Camargue, on n'est pas complètement niais. On sait entretenir même les animaux. On élève l'âme des animaux même. Le riz va continuer de pousser durant 5 mois jusqu'aux moissons d'octobre, avant d'alimenter les meilleures tables de la région. La Chassagnette est une ancienne bergerie transformée en restaurant gastronomique, aujourd'hui étoilé. Le restaurant a son chef jardinier, et pour créer la carte, l'équipe s'appuie sur son potager. Le menu est toujours composé en fonction des légumes du jour. C'est une Cambodgia. C'est une sorte de courge et on les fait cuire entières comme ça avec la peau. On les mixe un peu, on les monte à l'huile d'olive et ça c'est une petite tuerie. On met un peu de citron confit dessus là, ça fait une purée.
Ici, sur 3 hectares, on cultive 300 variétés de légumes, 15 types de fleurs comestibles et une quarantaine de plantes aromatiques. Comme cette étrange feuille biscornue. Ça s'appelle la ficoïde glaciale. Ça apporte ce côté iodé là. Et ça, je vais l'agrémenter avec l'aubergine. Parce que l'aubergine, on l'a fait un peu fumer. On fait un petit caviar avec et ça, c'est extraordinaire. De retour en cuisine, le riz de Camargue est bien sûr omniprésent. Donc ici, à la Chassagnette, on travaille à peu près 4 types de riz. On travaille avec du riz semi-complet, du complet, du blanc, qu'on sert surtout pour faire les riz au lait, et le riz rouge qu'on met surtout en garniture. Il est cuit. Voilà. Ce midi, le chef a prévu un riz rouge parfumé au romarin pour accompagner le poisson. On aime le riz, on va le faire. L'essence de la Chassagnette, c'est d'apporter le légume du jardin avec la terre de Camargue. Le taureau, le riz, et l'agrémenter juste avec les légumes. Voilà, donc en accompagnement pour votre poisson, la barbue, vous avez donc le riz rouge de Camargue qui sera accompagné avec des fleurs d'allium. Voilà. On vous souhaite un bon appétit. C'est vraiment un vrai festin de tout ce qui est le plus beau de la région. C'est magique. Mais le riz, je pense que ça doit être un secret du chef. On a énormément de parfums. C'est plein de magie dedans. C'est de l'alchimie, à mon avis. Une parenthèse gastronomique au royaume du riz, entre potager prodigieux et produits du terroir. Tiga, bonjour. Oh les toros. Bienvenue au patio de Camargue. Merci Chico. Je suis ravi de te recevoir. Écoute, je savais pas qu'on pouvait dormir chez toi. Oui, ben, nous avons des roulottes d'hôtes, c'est un peu original. Et c'est dans le vrai village Gypsy, donc que j'ai créé il y a 25 ans. Et c'était une friche industrielle. En fait, c'était la continuité du chantier naval de Bariol. Ici, ils réparaient des bateaux. J'amenais ma famille, je leur disais, regarde. Ou mes amis, je leur disais, regarde, c'est pas génial. Personne n'imaginait, c'est ça? Ah non, mais il me disait, ça y est, il a pété un plomb. Et moi, depuis toutes ces années, petit à petit, j'ai créé ce village pour recevoir mes amis, pour recevoir les gens qui ont envie de rêver. Et puis aujourd'hui, pour te recevoir, toi. Oh, c'est vraiment super. Tu peux laisser le vélo là, si tu veux? Oui. Voilà, Tiga, ta roulotte pour ton petit séjour camarguais. Génial. Je pose mon sac? Vas-y, welcome. Oh, mais c'est trop mignon. Sympa, hein? Ouais, c'est trop joli. C'est une roulotte traditionnelle gitane, on peut dire ça, c'est ça? Exactement. C'est pas très grand, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des familles entières qui habitaient là. C'est fou. Donc les parents dormaient au-dessus, et les enfants, on ouvrait des placards en bas, ils avaient un lit en bas, et puis ils se mettaient comme ils pouvaient. D'accord. Et je peux te dire que déjà à l'époque, celui qui avait une roulotte, ça c'était du luxe, hein, parce qu'il y a beaucoup qui dormaient à l'extérieur, dans des tentes. Enfin. Et je crois que justement, d'avoir ces roulottes ici, c'est un beau symbole du voyage. Et toi, Chico, est-ce que tu as connu ces voyages? Ben, moi, j'ai connu les voyages à travers la famille Reyes, que j'ai connue en Arles quand j'étais très jeune, j'avais 13-14 ans. Le papa était le chanteur de Manitas de Plata, et les enfants ont hérité de tout ce chant. Et c'est pour ça qu'un jour, on a créé Los Reyes, avec le papa, José Reyes et Los Reyes. Et puis en 80, j'ai décidé de changer le nom, et je l'ai appelé Gypsy King. Et de là, une aventure extraordinaire nous a emmenés dans le monde entier. Mais attends, c'est Brigitte Bardot que je vois là? Voilà, ça c'est Brigitte Bardot. Et ça c'est Dalida? Dalida, ouais. Mais Bardot, par exemple, personne ne nous connaissait. J'allais la chercher chez elle et on allait dans des soirées privées et elle mettait une perruque et une jupe et elle venait danser avec nous. Ouais. Et les gens qui la regardaient disaient, mais c'est incroyable, la danseuse elle ressemble à Brigitte Bardot. Háblame, como te camino yo. Ah, c'est Mario, mon fils.
es un amor posible. De que amor que yo tenía lo guardaba y ya volver allí. Olé. Bravo Mario. Voilà, Mario, c'est notre avenir. Son avenir et notre avenir à nous. Voilà, il est tombé dedans petit. Je crois que déjà dans le biberon, il devait y avoir un peu de musique. C'est un brave garçon. Eh oui. Bravo. Ça va Mario? Ça va super, quand on chante, ça va super. Trop mignon. Qui c'est qui t'a appris à jouer de la guitare? Ah, mon papa, ma famille, mon oncle, tout. Tu sais ce que j'aime beaucoup chez ton père? C'est qu'il continue de s'émerveiller et d'être surpris. Ah ouais. Alors que tu as Ouais. vu tellement de choses. Ouais, mais c'est à tel point que des fois, même quand je regarde des photos ou quoi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Et je sais pas, c'est... T'es fière de la carrière de ton père? J'ai même pas de mots pour dire comment je suis fière. Ah, c'est un exemple. Hein. Tous les jours, je m'inspire de mon papa. Ouais, vraiment fière. Mais moi, je l'aime, ce garçon. Avanza. Ay, ma perle belle. Ouais, mon garçon. Oh, quelle est belle. Oh, mon fils. Ça va? Et lui, là, tu vas jouer pour nous? Quelle belle chose. Voilà, la famille, une partie de la famille. Prenez chacun un siège, on va se faire un demi-cercle. Toi, viens, mets-toi là. Mettez-vous là. Viens. Allez, bailame un coup. Cuando se enmaya dolores, cuando se quema d'amores, cuando se enmaya sombra, cuando se quema dolores, cuando se enmaya dolores, cuando se quema d'amores, cuando se enmaya sombra, cuando se quema dolores. Baila, 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 baila. Esta rumba taitana, que no se me cantare, que no se me cantare, que no se me cantare. Esta rumba taitana, que no se me cantare. Solo vive enamorado. Que solo vive enamorado. Cuando se pueden a bailar. Olé! Vive la famille! Vous êtes sublime. Je suis très émue de vivre ce moment. Merci pour le cadeau. À bonne santé à tous. Merci à la famille. Merci. Bah oui. Ça y est, c'est le spectacle qui va commencer. Ouais. Est-ce que tu as encore le trac après plus de 40 ans? Le trac, non, c'est plus le plaisir, pas de l'impatience aussi. Chico, merci infiniment pour ton accueil. L'hospitalité gitane, Ouais, hein, c'est un peu ça. C'est Ce ça. village gypsy, il te ressemble. Il est généreux, il est métissé. Nous, ce qu'on a de bien, que ce soit pour le peuple gitan ou pour tout le monde, on est une passerelle. Ouais. Et cette passerelle, elle permet de sensibiliser les cœurs. Et comme tout le monde bat à la même vitesse, je crois que c'est important qu'on ressente les mêmes choses. Mesdames, messieurs, ce soir au patio de Camargue, Chico et les Gypsies, pour vous! Chopi, chopa, cada día no te quiero más. Chopi, 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 chopa, cada día no te quiero más. Chopi, 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 chopa, cada día no te quiero más. ¡Abu! Chopi, chopa, cada día no te quiero más. Chopi, 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 chopa, cada día no te quiero más.
Salins craquelés, marécages multicolores, la Camargue donne parfois l'impression d'atterrir sur une autre planète. Ces paysages, pourtant, ont été modelés par la main de l'homme. Le réseau de digues, commencé au Moyen-Âge, a été achevé au XIXe siècle, faisant de la Camargue une île dans le delta du Rhône. Mais face à la montée des eaux, entretenir ces digues est un gouffre financier. Alors, aujourd'hui, la tendance s'inverse. On laisse faire la nature. Progressivement, le parc retrouve son écosystème originel. Marc Thibault travaille pour un centre de recherche. Il suit de très près cette renaissance des paysages sauvages. Il y a 10 ans, toutes ces surfaces étaient presque entièrement dépourvues de végétation. C'est que cette végétation, elle est revenue sur environ 300 hectares, donc 3 km². Et donc on voit que par endroits, là, notamment ici, ça a été vraiment très très vite. Aujourd'hui, Marc inspecte l'avancée de la mer. Les eaux grignotent près de 4 mètres par an. Impossible d'aller plus loin en voiture, l'ancienne route a été engloutie. Il y a une dizaine d'années, il y avait une digue ici qui était carrossable et qui permettait de rejoindre éventuellement en voiture le phare de Bauduc qui se trouve à 3 km d'ici. Et avec le temps, ces digues sont en train de disparaître. Donc l'idée, c'est de laisser faire la nature ici. Et puis, c'est une évolution très positive, permettre à une plage de se reconstituer en arrière. Parce que la mer, elle détruit, mais elle reconstruit aussi derrière. Et en l'occurrence, elle reconstruit une plage. Autre bienfait, en laissant la nature reprendre ses droits, la faune marine a recolonisé ses lagunes grâce aux chenaux liant la mer aux étangs. Un suivi photographique permet aujourd'hui de voir l'évolution des paysages. Une mer qui gagne du terrain, de nouvelles plages et une végétation qui retrouve des couleurs. On avait des surfaces asséchées en hiver et du coup il y avait très peu de végétation finalement. Et là aujourd'hui les salicornes recouvrent très densément tout le paysage. On a aussi du roseau, des joncs, des petits oiseaux terrestres qui vont s'installer pour nicher au printemps. On est en train de retrouver des paysages que moi j'ai découverts en regardant le film Crin Blanc, qui a été tourné il y a très longtemps maintenant. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très émouvant de finalement faire ressurgir ce paysage ici, à un endroit où il avait complètement disparu. Malgré cette empreinte humaine, la Camargue a toujours préservé sa nature sauvage. En matière d'observation des oiseaux, ces marais sont un sanctuaire. Au parc ornithologique de Pont-de-Gau, près de 200 espèces nichent et se reproduisent chaque année. Et là, c'est génial parce qu'il y a les 4 espèces de hérons. Donc on a le bihéron qui est juste là. On voit l'œil rouge, on voit le dos bleu comme ça. C'est quand même un oiseau qui est pas rarissime, mais qui est quand même assez farouche, hyper discret. Puis juste à l'arrière-plan, il y a un petit héron garde-bœuf, en plumage nuptial, puis une aigrette qui arrive là. Il y a un gros héron cendré là qui est derrière, au fond. C'est un peu un arbre de Noël. Il n'y a pas de guirlande, mais il y a des hérons. Une richesse naturelle qu'essaye d'entretenir Frédéric Lamourou. C'est son grand-père qui a créé ce parc dans les années 50. Il avait observé que les écosystèmes de Camargue, grâce à leur situation de carrefour en Méditerranée, agissaient comme un aimant sur de nombreuses espèces. Il y a énormément d'oiseaux migrateurs qui vont passer par ici, c'est un peu comme une aire d'autoroute. Chaque espèce va trouver ce dont elle a besoin. Donc elle va trouver son milieu, elle va trouver de l'eau, elle va trouver de la nourriture, et ce, quelle que soit la période de l'année. On est un peu comme une station-service, ils viennent faire le plein avant de repartir plus au sud. Et donc évidemment pour les oiseaux, c'est magique, et puis pour nous, observateurs, c'est exceptionnel, quoi. Éparpillés dans la végétation, des cabanes permettent d'observer discrètement les spécimens les plus rares, pour le plus grand plaisir de ces irréductibles. Il faut pas lâcher la garde, là. Ah, quel reflet, c'est pas beau, ça. Ça, c'est un chevalier stagnatil. On espère toujours la photo extraordinaire. Mais je signe pour des journées comme ça, sans problème. C'est pas de la nature, c'est de l'art, ça. La star des lieux reste le flamant rose, qui ici se laisse approcher sans crainte. La Camargue, une pouponnière idéale.
certaines années, on y dénombre la naissance de 10 000 spécimens. C'est un oiseau assez unique en fait, hein. Sa couleur, sa taille, sa façon de vivre comme ça en groupe tout le temps. Il a une histoire très particulière avec la Camargue, puisque c'est un oiseau qui a failli disparaître de Camargue, mais aussi de Méditerranée. Et puis c'est grâce à une équipe de passionnés et de chercheurs qui ont carrément sauvé cette espèce, parce qu'ils ont réinstallé en fait des îlots de reproduction dans les années 70. Et aujourd'hui, c'est une espèce qui se porte plutôt pas mal. Le parc, ouvert en toute saison, offre à ses visiteurs plus de 7 km de balade au cœur d'une nature préservée. Magnifique. Je ne me doutais pas qu'il existait un endroit comme ça dans cette région, en fait. Le calme, la quiétude, les oiseaux, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde, en fait. On resterait des heures à les regarder, c'est fabuleux. À la tombée du jour, la douce lumière et le jeu des reflets enveloppent la valse des flamands. La Camargue, pure et sauvage, se pare alors de ses plus beaux atours. Fred, j'ai l'impression d'assister à un jeu d'échecs. Les pions noirs, ce sont les taureaux, et les pions blancs, ce sont les chevaux. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe là, dans cet enclos? Alors là, on va trier quelques taureaux pour les soigner. Et on va les pousser aux petites arènes là-bas où la vétérinaire sera là pour y faire les prises de sang, pour déceler s'il a une maladie ou non. Et c'est très embêtant parce que si le taureau a quelque chose, on est obligé de le séparer des autres. On ne peut pas le mener aux arènes pour ne pas contaminer les autres élevages. Tant qu'on n'a pas le résultat, on a un petit moment d'angoisse pour savoir si nos taureaux sont en bonne santé. Donc c'est une journée un peu stressante. Oui. Donc ici, la Camargue, c'est vraiment une terre d'amour pour le taureau. En Camargue, le taureau est roi. Et il est fait pour faire la course camarguaise. Ils sont toute l'année dehors pour qu'ils soient le plus sauvage possible, le plus agressif possible. Alors il y a Aurélie et Aude. C'est mes filles, c'est la 6e génération de manadiers à la manade Renault. Qu'est-ce que c'est qu'un manadier? Dans manadier, il y a le mot main. Pour être manadier, il faut avoir au moins 5 bêtes, une pleine main de taureaux. Alors là, il faut savoir que nous avons 250 bêtes en tout, sur à peu près 1000 hectares. Alors ces chevaux, ils sont exclusivement blancs, c'est ça la race camarguaise? Le blanc, c'est ce qui attire le moins le soleil. Les chevaux sont petits, les chevaux Camargue, ils ont des sabots très larges. C'est pour avoir plus d'adhérence quand ils vont manger dans les marécages, pour aller manger le roseau. Bonjour Émilie. Ça va Fred? Ça va? Bonjour. Toi, t'es la vétérinaire, hein, C'est ça. C'est moi qui viens faire des petites misères à ces taureaux. T'es courageuse, hein? C'est gaillard, hein, quand même, les taureaux, là. Ouais. J'ai eu quelques petites séquelles, hein, des petites fractures, des petits poneys. Si. Mais j'y reviens toujours. J'y reviens toujours. Salut. Bonjour. Voilà Aurélie et Aude, mes filles. Enchantée. Enchantée. C'est très impressionnant de vous voir. Hein. Oui, il faut être très réactif, s'adapter surtout au taureau. C'est lui qui donne le rythme. Et nous, avec le cheval, on doit être très réactif. Et oui, c'est sportif. Il faut pas les faire attendre trop longtemps. Ils n'ont pas de patience. Tu veux qu'on attache un derrière, Émilie? Il faut toujours avoir une appréhension parce que ça reste quand même des bêtes sauvages, agressives de nature, donc il faut toujours faire attention. Mais non, j'ai pas peur, ça va. Ils boivent depuis quand? Depuis après sa course de Mauriès. C'est Mauriès. Alors, attends, je vais mettre devant toi.
On est quand même très sensible à leur bien-être. Dès qu'ils sont blessés, on les remet au toril et on les soigne, ou on fait venir la vétérinaire pour qu'elle les soigne. On fait même venir les ostéopathes. C'est vraiment des sportifs, donc on s'en occupe comme des athlètes. C'est ça. Il arrive? Non, il n'y a rien. Oui. Et les taureaux, c'est notre famille. D'ailleurs, comme tu peux voir, il y a une tombe d'un de nos taureaux, Régisseur. Il a été bio d'or, c'est-à-dire le meilleur taureau de toute la Camargue. On a laissé mourir de sa belle mort sur les pâturages où il est né. Et le dernier hommage qu'on leur rend, c'est donc de les enterrer debout et face à la mer. Il est enterré debout. C'est une tradition camarguaise. C'est beau, hein? On passe tous les jours devant et on pense à lui. Voilà. Donc maintenant, on va aller un petit peu balader à cheval. Oui, oui, Ouais, oui. T'es motivée? Je suis très motivée. Descendez. Il y a Florent qui nous attend. Salut Florent. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça va? Tu vas te mettre dans la vie d'un gardien Je vais pendant un petit essayer, moment? en Super. toute humilité. Super. Il s'appelle comment? Éole. Éole, il est beau, hein? Coucou Éole. Tu as l'habitude de proposer des balades à des gens de niveau moyen comme moi? En fait, j'ai créé cette activité pour mettre à disposition de vrais chevaux de travail qui sont assez dressés pour que les gens puissent prendre du plaisir avec et leur permettre une immersion totale dans un élevage de taureaux comme ici à la Manade Reynaud. Aujourd'hui, on va y aller tranquille, on va faire un petit peu le tour des terres, voir un petit peu peut-être les taureaux, aller à la mer et voilà quoi. D'accord. Tac, 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 tac. Parfait. Voilà. On est bon? C'est une vraie cavalière là. Il a l'air vraiment gentil. Ouais, il est très gentil. Donc tout le monde lâche une main en fait? Oui, en Camargue, on monte à une main. D'accord. Et que la main gauche, ouais. Ah. Même si t'es droitière, tu tiens la main gauche. D'accord. Et pour aller à gauche, tu vas à gauche. Pour aller à droite, tu vas à droite. Ah, mais il était temps que je la prenne. C'est beau de vous voir comme ça, là. Allez. Un peu de fraîcheur. Est-ce que c'est courant des manadières? Alors, on est une trentaine de manadières sur 250 manades dans la région, donc c'est pas énorme. Justement, avant, il n'y avait pas les tracteurs, il n'y avait pas tout ça pour aider, donc il fallait vraiment la force de l'homme. Maintenant, c'est vrai que le métier a évolué, donc du coup, on peut avoir un peu plus de place en tant que femme. Et on a toujours notre père qui est là pour nous soutenir, nous accompagner, nous ouvrir la voie en fait à côté des autres hommes qui peuvent être un peu machos. Ouais. Donc ça rend les choses plus faciles. C'est vrai que c'est l'invasion de libellules. Et coucou. Ça va? Ouais. Vous nous attendez On pour boit boire un un petit coup? coup, voilà, tranquille, on vous attend. Super. Et alors, vous êtes le grand-père? C'est votre grand-père? Oui, C'est ça. même Ah arrière-grand-père. oui, Ah d'Antonin. oui. Et alors, comment ça s'est fait ce passage de manade? Nous avons cédé la manade à Aurélie et Aude. Oui. Ça a été facile pour vous? Oh, on a failli en venir aux armes. Après, on ne nous a pas forcé la main, on ne nous a pas dit il faut absolument reprendre la succession. On avait le choix, on pouvait aller faire complètement autre chose, mais non, on était bien ici. Parce qu'on a repris la manade, il y avait plus de 110 ans d'élevage dans notre famille. Donc c'est quand même un poids sur les épaules qu'il faut accepter et assumer et aller, on y va et on avance. Moi, vous m'avez fait rêver en tout cas aujourd'hui. C'est magnifique. Vive la famille Reynaud. Merci beaucoup. Le long travail des manadiers auprès des taureaux n'a qu'un seul but. Les préparer comme des athlètes pour les fameuses courses camarguaises. Attention, rien à voir avec la corrida. Sans violence envers l'animal, la course camarguaise est un jeu
dangereux seulement pour les hommes. Un affrontement spectaculaire entre le taureau et celui qu'on appelle le raseteur, censé subtiliser ses décorations à la bête. Le but du jeu de la course camarguaise, c'est d'attraper des attributs qui se trouvent sur la tête du taureau. Là, matérialisé par un frontal, c'est-à-dire les cornes du taureau. Donc en premier lieu, il faut attraper la cocarde, suivi des glands, et pour terminer, les ficelles. Ces attributs, donc, on les enlève avec l'aide d'un crochet. C'est cet instrument qui nous permet d'accrocher des attributs sans faire mal au taureau parce qu'on utilise le crochet que sur la corne. Cyril est entraîneur. Il forme la future génération de champions. Donc les gars, aujourd'hui, c'est un entraînement. Déjà, vous allez recommencer à faire juste avant que le taureau sorte une paire d'échauffements là pour être bien chaud, faire monter le cœur. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Les taureaux ne courent que 15 minutes. Mais les raseteurs affrontent plusieurs taureaux à chaque événement. Ils doivent allier le courage à la performance physique. C'est un animal sauvage qui répond à un instinct. Donc il faut être agile, sportif. Il faut se contraindre d'une hygiène de vie de sportif de haut niveau. Faites courir, allez. Allez, d'entrée qui vient, d'entrée, va le toucher, touche le taureau. Passe derrière moi, passe derrière. Là, et... Dans l'arène, les raseteurs virevoltent autour du taureau et s'envolent au-dessus des barrières pour ne pas être encornés. Lors des entraînements, les cornes sont protégées pour éviter toute blessure. Mais dans ce sport, le risque fait partie du jeu. Ah, très bien, Kyrian, c'est mieux. La peur, c'est ce qui nous fait en fait dépasser nos limites. C'est l'adrénaline, c'est tout en fait. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de passion. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de danger. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'émotion. La course camarguaise remonterait au XVIIe siècle, quand les valets de ferme s'amusaient à jouer avec les taureaux en plaçant des victuailles sur leurs cornes. Aujourd'hui, c'est une tradition bien ancrée. On l'enseigne dès le plus jeune âge dans les villages. Face à ses enfants, pas d'animal fougueux, chacun joue le taureau à tour de rôle. Le but, c'est vraiment de provoquer la charge du taureau, se dégager un peu, regarder, tourner et sauter. Je veux que tout soit millimétré, ok? Bon, il y a des jeunes, il y a des petits, on leur apprend à sauter les barrières, c'est le b.a.-ba, quoi. Ça vient vite quand on est jeune, quand on a 10 ans, on a beaucoup de pétards, on a beaucoup de vivacité et tout ça, du coup, non, ça aide. Je commençais cette année, c'est une passion de toute une vie. Enfin, tu commences petit, puis après tu finis avec. Enfin, c'est pas une passion qui part. Le jour où il y aura un taureau, j'aurai quand même un peu peur, mais ça sera bien. Dans ce club, les filles partagent désormais l'arène avec les garçons. Ça peut être dangereux, le taureau il peut nous marcher dessus, nous écraser. Ouais, on n'y pense pas en fait. Donc, on se dit pas aujourd'hui on va se casser une jambe quoi. Donc c'est pas le plaisir, la passion, l'envie de raseter, l'envie d'être au plus près des taureaux. Ah, ici le taureau, on le considère, c'est le roi quoi. Genre, ici il est considéré comme un dieu. Dans quelques années, ces championnes en herbe seront peut-être sur l'affiche des grandes courses, comme celle du Gros du Roi. Aujourd'hui, 2500 spectateurs sont attendus. En coulisses, les manadiers accrochent les attributs sur les cornes des taureaux, non sans risque, aux petits soins pour leurs bêtes, les vraies stars de l'arène. Les taureaux ne feront que 4 ou 5 courses dans la saison. En tenue traditionnelle, les Arlésiennes accueillent les raseteurs sur la piste. Le face-à-face peut débuter. Sept taureaux massifs, parmi les plus réputés de la région, vont se succéder. Les jeunes athlètes n'ont pas droit à l'erreur. À chaque attribut décroché, le raseteur remporte une prime. Plus de 1 000 € pour les courses les plus prestigieuses. Sur certaines actions, l'animal s'élance même au-dessus de la barrière pour rattraper son adversaire, avant de repartir de plus belle.
ces taureaux deviennent parfois des légendes. En Camargue, on érige des statues aux taureaux qui ont été les plus vifs et combatifs. Après sa course de 15 minutes, le taureau quitte l'arène sous les applaudissements. Dès ce soir, celui que l'on surnomme parfois le Seigneur de Camargue retrouvera les grands espaces. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour Tiga. Ce séjour en masse se passe bien? Ça va très bien. Et toi, Jean-Claude? Ça se passe toujours bien. Hein. Tu veux t'asseoir un peu? Volontiers, ouais. C'est très joli chez toi, Jean-Claude. On est en pleine nature ici au Mas de la Fouque. Il y a des chevaux, des canards partout, cet étang qui entoure l'hôtel. On est chez les animaux ici et on a une chance extraordinaire qui nous accepte. Ouais. C'est un lieu magique pour moi. T'as eu un coup de foudre? Oui, bien évidemment. Je suis venu boire un café, j'ai acheté l'hôtel. Bon, voilà. Et quand j'ai découvert ce lieu, ça a été magique. Tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons. Oh, c'est trop mignon. Alors moi, je profite de ce très beau petit déjeuner et ensuite, je vais aller me promener et je compte aller jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer. Est-ce qu'on est loin? Non, tu as 1 kilomètre. 1 kilomètre, c'est parfait. Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est la capitale de la Camargue. Mais profite-en pour prendre les bicyclettes, découvre les petits chemins, ils sont magnifiques. Et puis tu sais, tu as le clocher de l'église fortifiée qui te guidera, tu le verras de très loin et on le voit d'ici. Il m'appelle ce clocher, Ouais, je le sens. Père Jean-Rémy? Bonjour Tiga. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, heureux de vous accueillir. Merci de m'avoir attendu. Non, pas du tout. Il fait un peu chaud aujourd'hui, mais ça va. Sainte-Marie-de-la-Mer. Ça veut dire qu'il y a plusieurs saintes? En fin de compte, c'est un sanctuaire très féminin. Ce sont surtout 2 femmes qui sont dans l'Évangile citées. Marie Jacobée, Marie Salomé, on peut dire une 3e avec Sainte Sarah, qui est la patronne des gitans, mais on pourrait dire plus largement des gens du voyage. Elles ont accompagné Jésus sur les chemins de Palestine, et puis elles ont été présentes au moment de sa passion, de sa mort sur la croix, et puis de sa résurrection surtout, puisqu'elles sont vraiment les témoins de la résurrection de Jésus. Et comment elles sont arrivées ici au Sainte-Marie-de-la-Mer? Elles n'ont pas pu continuer de vivre en Palestine, elles ont été persécutées, et donc elles ont été placées, selon la tradition, dans une barque, sans rame ni voile, donc ça veut dire vouée à la mort, tout simplement. Hein. Et elles sont arrivées ici, sur la rive de Camargue. Ton Esprit Saint est dans le cœur de tous les frères, les voyageurs, les bohémiens et les rêveurs qui vivent ici ou sont d'ailleurs. Santa, 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 Santa Sara, tú eres la madre de todos los gitanos. Sainte Sarah nous protégera. Mon père, elle est très belle cette église. Elle est sobre. Oui, c'est une église très ancienne, puisqu'on dit qu'elle a été construite entre le Xe et le XIIe siècle. Et alors, quand on entre dans cette église, ce qui est important, c'est de lever son regard vers les saintes, là-haut, puisque c'est dans cette chapelle que reposent les reliques de Marie Jacobée et de Marie Salomé.
C'est un peu comme un tombeau, disons. Hein. Et là, tout autour, tous les remerciements, c'est ce qu'on appelle des ex-voto. Voilà, ça, ce sont des ex-voto. Alors là, c'est sous forme de plaques de reconnaissance, mais nous en avons aussi de très beaux qui sont sous d'autres formes. Donc des formes ici de petits tableaux qui représentent les saintes de la vie courante où sont intervenues par la prière les saintes femmes. Et surtout le plus ancien des ex-voto de France, qui est ici, qui date de 1591. Attention à la tête. Oh, c'est illuminé de plein de bougies qui, j'imagine, s'accompagnent de prières. C'est surtout en vénération à Sainte Sarah. Et elle a une très belle couronne. C'est une princesse, parce que le mot Sarah veut dire princesse venue de Nubie ou d'Égypte, puisque le mot gitan et le mot égyptien ont la même racine. Et elle est très bien habillée. Alors, enfin, voilà. elle est recouverte en tout cas. Tout à fait, oui. Elle a même des fois un petit peu chaud, surtout avec tous les lumignons qui sont ici. Sans doute. Mais les gens de voyage, de temps en temps, nous demandent qu'on leur restitue un manteau de prière lorsqu'ils ont quelqu'un de malade chez eux ou quelqu'un qui est mourant. Et donc, ils recouvrent la personne avec ce manteau. Une manière de dire, ce manteau qu'a recouvert Sarah peut aussi nous recouvrir de sa protection aujourd'hui. Que c'est beau! On met sur les toits, c'est le chemin de ronde, en fin de compte, qu'empruntaient les gardes pour surveiller le village, étant donné qu'il y avait des invasions, notamment sarrasines, donc il fallait se protéger. Et les habitants venaient ici pour être protégés par les gardes. On est véritablement entouré d'eau. Hein. Ah oui, on voit à la fois la terre, mais la terre qui épouse l'eau, quoi. Et puis c'est un pays quand même où il y a toujours une réelle beauté, un peu comme un premier matin, comme une jeunesse un peu, oui. Moi, je me sens un petit peu comme les gens du voyage, parce que je passe ma vie en voyage à travers le monde, et je me sens très bien ici. C'est vraiment un pays de grande liberté, quoi. Merci, Père Jean-Rémy, pour cette belle visite. Eh ben, merci, Tiga. Ça m'a fait grand plaisir de pouvoir faire découvrir ce haut lieu, et puis la Camargue aussi. Merci à vous. À lui seul, le cheval blanc de Camargue incarne l'âme du delta. Pour les gardiens de taureaux, il est plus qu'un compagnon de promenade. C'est un outil de travail. Et quand on monte à cheval plusieurs heures par jour, autant être confortablement installé. Christophe Berthy est artisan sellier depuis une vingtaine d'années. Il confectionne des selles spécialement pour ses professionnels. Et tout commence par le choix du cuir. Moi, je travaille qu'à la commande. À chaque fois, chaque selle est différente, que ce soit au niveau technique ou esthétique. Les gens viennent parfois aussi avec les chevaux dans la cour. Ils ont le cheval dans le van et je prends les mesures, on regarde ensemble pour que la selle elle tombe bien. Ils ne sont qu'une poignée, comme Christophe, à fabriquer ce modèle appelé la selle Camargue. La différence avec une selle classique, c'est que vous avez cette partie-là qui est très importante et vous avez cette partie avant qui est aussi très importante. Cette partie-là du trousquin et cette partie avant, elles sont là pour maintenir le cavalier. Le cavalier, c'est pas un passager clandestin, mais on va dire que c'est le cheval qui trie. Et donc, il ne faut pas être surpris par ses réactions. Il va à droite, à gauche, il pivote. Et donc, il faut que le cavalier soit quand même bien maintenu dans la selle. Ces formes de selle sont très anciennes. Elles ont été conçues au Moyen-Âge afin de mieux protéger les cavaliers des coups de lance lors des tournois. Une selle, c'est un objet qui est très mystérieux parce qu'en fait, même si on est cavalier depuis très longtemps, les gens ne savent pas comment c'est fabriqué. Tout est caché. Un travail d'orfèvre. De la coupe du cuir à l'assemblage, en passant par l'étape délicate de la couture sellier, réalisée avec un fil de lin et 2 aiguilles. Des techniques inspirées de la haute couture. Après 150 heures à l'ouvrage, soit 1 mois de travail, donc ça, c'est notre résultat final. Voilà, la selle Camargue complète.
Je suis très fier de participer à la culture de cette région. Quand on vient en Camargue, on a tous une histoire qui nous unit tous. Pour certains, c'est les chevaux, pour d'autres, ça va être le taureau. Mais cette façon de vivre, c'est pas du folklore, en fait. Chez Camarcas, une troupe de théâtre équestre basée au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est le dressage qui a été érigé en art. En chef d'orchestre, Kelly Pellegrin réalise aujourd'hui ses derniers réglages avec ses chevaux de Camargue. Donc là, ce soir, ça sera un numéro de liberté. Liberté, c'est-à-dire que je vais faire évoluer mes chevaux sans aucune aide, sans aucun lien avec eux. Le seul lien que je vais avoir avec eux, ça va être la position que je vais adopter, ma voix. Après, ils sont en liberté totale. Sophie ? Allez. Chaque année, la troupe élabore un nouveau spectacle qui demande à Kelly et ses chevaux 4 mois de répétition. Plaisir. Ces performances requièrent une parfaite synchronisation entre la dresseuse et ses montures, qui se montrent parfois un peu taquines. Non, 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 non. Soupe, soupe. Yeah. C'est un moment qui est un peu délicat parce que j'ai aucun lien avec eux. Ils sont en liberté totale. Il faut tout de suite qu'ils restent concentrés sur moi, que je capte leur attention. Donc à chaque spectacle, il y a toujours une petite part d'inconnu. Après les répétitions, place au toilettage. Des chevaux aux petits soins jusqu'au vernissage des sabots. On cherche à ce qu'ils aient une belle robe, que le poil brille, que les crèmes brillent, de façon à ce qu'ils prennent le plus la lumière possible. C'est eux les rois de la piste. Nous, on est là juste pour les mettre en valeur. Passer sa vie avec les chevaux, ouais, moi j'y suis depuis que je suis toute petite. Pour moi, c'est quelque chose qui est, comment dire, une évidence. C'est-à-dire qu'on vit avec eux, on va dire 24 heures sur 24. S'il y en a un qui est malade, il faut qu'on veille dessus. C'est toute notre vie. Ce soir, les 12 chevaux qui participeront au spectacle sont sur leur 31. Tout comme leur cavalière. Les premiers spectateurs arrivent. Allez, c'est bon, c'est parti. Les lumières s'éteignent. Et le public est plongé dans un spectacle unique, aux couleurs gitanes, une sorte de flamenco équestre. 1h15 de dressage, d'acrobatie et le fameux numéro de Kelly avec ses chevaux camarguais en liberté. Une parenthèse féerique, un hymne à l'amour qui unit les Camarguais et leurs chevaux. Salut Virginie, tu vas bien? Portugal, je vais très bien. Je suis très heureuse de te rencontrer. Moi aussi. De te retrouver ici à Arles, dans ta ville. Oui. On dit d'Arles que c'est une ville d'art et d'histoire. Déjà, on est dans la ville de la photographie. On est une ville où des grands peintres ont été inspirés comme Van Gogh, Gauguin. Mais aussi l'histoire avec un grand H. Bien sûr, puisqu'on vit au milieu de ces vestiges du théâtre antique, des arènes, des thermes. On va retracer ensemble 2500 ans d'histoire aujourd'hui? Oui, c'est ça? Ça va. On va essayer de synthétiser tout ça. On va essayer de synthétiser. Mieux. Ce que j'aime à Arles, c'est qu'il faut toujours avoir le nez en l'air. Dans tous les quartiers, on retrouve en fait les ex-voto, donc ces petites statuettes qui étaient placées par les propriétaires pour protéger en fait leur habitation. Il y en a des étonnantes, vraiment. Rue de l'Agneau.
Oui, donc ici on est dans la rue de l'Agneau, qui est une rue où ma fille est née, où elle a grandi les premiers mois de sa vie. Voilà, c'est un endroit que j'aime. Moi, je te connais pour ton travail sur la ville de Arles. Voilà, j'ai été amenée à voir Arles tellement changer ces dernières années. Est venue cette idée de créer sur les réseaux sociaux ce compte qui me permettait d'enregistrer, de garder en mémoire un peu ce qui allait disparaître, des vieilles façades, des moments un peu poétiques. Donc les Arlésiens me disent « mais j'ai grandi là, oh mais c'est vrai cette histoire ». Ben, voilà, donc il y a quelque chose de très humain qui se passe dans ce travail. Et donc j'ai toujours voulu être photographe, vraiment pour le coup, c'est un peu cliché mais c'est vrai. Et je connaissais donc, oui cliché exactement. Et donc je connaissais par sa renommée l'école de la photo et je m'étais toujours promis et juré à moi-même que je rentrerais dans cette école. Donc c'est l'arrière du musée Réatu. C'est un endroit aussi qui est important pour la photographie parce que Lucien Clergue, donc le photographe arlésien qui est le fondateur des rencontres photo et de l'école photo, a dans les années 60 réussi à créer le premier fonds de photographie de France à un moment donné où la photographie en France n'était pas vraiment encore considérée comme un art majeur. Tiens, regarde, il y a un tuk-tuk. Ah, si tu veux, on l'appelle et on va à la Roquette en tuk-tuk. On peut faire ça, te dit? Ah oui, oui, il faut le faire. Sofiane! Ah, tu le connais? Bonjour! Ouais, bah oui, on se connaît tous ici. Comment vous connaissez tous les deux? On se croise, moi toujours avec mon vélo, elle avec son appareil photo. C'est un petit peu aussi la beauté de Arles, c'est qu'on se connaît quasiment tous, on a une belle proximité. Mais c'est surprenant parce que c'est quand même une ville qui a plus de 50 000 habitants. Ouais, c'est en plus la plus grande commune de France. Donc le territoire arlésien est plus grand que la ville de Paris. Exact. Et on a une vie de village dans le centre d'Arles. C'est extra. Ouais. Donc nous là, on va arriver sur la gauche, dans le cœur de la Roquette. On va vraiment avoir toutes ces petites maisons atypiques. C'est encore un village dans le village. Et les rues sont aussi toutes fines. C'est pour se protéger du Mistral. C'est tout mignon. C'est beau, hein? Oui. Et au Moyen-Âge, c'était le quartier des pêcheurs. Le port était sur la gauche à l'époque et on arrivait sur cette place où on partageait ce qu'on avait pêché, ses épices. Donc on se vendait les différentes denrées. Je me présente pour être mère. C'est les copines. Tu vois, tout le monde, je connais tout le monde. Et voici pour vous, mesdames. Merci beaucoup, Sofiane. Je t'arrête 2 secondes, petit gars. Je fais mes 2-3 photos, j'adore cet endroit. Je commence à avoir l'habitude, je t'avoue. Bonjour. Bonjour. Tu portes une bien jolie robe. Ah, c'est une tunique romaine pour le coup. Ah bah c'est la tenue appropriée. Tout à fait. C'est parce qu'on est en train de préparer une petite démonstration sur les sports olympiques antiques. Donc on se met en tenue. Donc là, si on rentre, on va te voir performer. Vous allez pouvoir voir mes collègues et moi-même en train de s'entraîner. On y va, on en profite. Allons-y. Super. C'est grandiose. Ça vaut les pyramides, hein, d'Égypte. Je les ai jamais vues, hein, mais j'imagine. Non. Ouh, ah oui, c'est sérieux. C'est incroyable. Ils sont magnifiques, tes copains. Alors, l'intérêt, si on veut faire des beaux gestes techniques, c'est d'avoir un corps déjà qui puisse le permettre. Le canon de beauté de l'époque. Et c'est ça, on essaie de le s'approcher fameux canon de du beauté. canot de beauté de l'époque. Bonjour. Nous venons en paix. Vous tirez bien droit, les gars. Allez, Tu veux essayer? Je suis prête, oui. Alors, il faut mettre juste ses 2 doigts comme ceci. On va pincer. Hop. On va tenir ici, voilà. Vous Attends. mettez les 2 doigts ici. Les 2 doigts, ok. Allez, pas besoin d'aller trop vite, mais juste, hop, une petite impulsion. Allez, allons-y. C'est pas mal. Pour la beauté du geste. Le lancer est validé. Bougez pas. Super.
c'est génial. Très chouette cette rencontre, merci beaucoup. Merci. Hein. Merci pour cette journée. Ouais, c'était super. J'ai été enchantée de Moi aussi. faire découvrir notre si belle ville. Et toi, t'es vraiment incroyable. Attends, tu connais tellement de choses. Voilà mes amours. Merci Virgile. Et c'est bientôt la fin de vos échappées belles camarguaises. La Camargue est une terre de liberté. Les hommes et les animaux ne s'y sont pas trompés. J'en veux pour preuve que de nombreux oiseaux migrateurs et de nombreux gens du voyage ont finalement décidé de ne plus jamais en partir et de s'y installer. Si vous passez un jour dans la région, venez visiter les Salins du Midi. Vous repartirez avec de la fleur de sel ramassée avec beaucoup de passion par mon ami Luc. Si vous reconnaissez le bateau de pêche de Mathieu, faites-lui un petit coucou quand il rentre au port du Gros du Roi. Il vous offrira son plus joli sourire, j'en suis sûre. Et enfin, quel meilleur souvenir de la ville d'Arles que les photos de la magnifique et adorable Virginie. Quant à moi, je vous attends sur tous les réseaux sociaux pour continuer ensemble ce voyage et pourquoi pas en préparer d'autres. Je suis dorénavant une grande fan de Chico et de sa musique Gypsy. Alors je vous propose qu'on se quitte en musique. Bamboleo, bambolea. À bientôt, porque mi vida yo la quiero vivir así. Olé!